Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ces plateaux des circonstances le député provincial Peter Kazadi et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour Maître Peter Kazadi. Bonjour. Bienvenue dans Objectif 2023. Merci. Alors, l'actualité, c'est encore la Commission électorale nationale indépendante installée partiellement, c'est-à-dire 12 sur 15 membres. Comment réagissez-vous déjà ? Il fallait qu'on avance dans les processus, dans la mise en place de cette importante institution qui conditionne l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Et il faut reconnaître que nous avons déjà perdu 2 ans, puisque cet organe devait être placé il y a longtemps. On vient par la décision du Parlement, le président de la République a entériné les noms qui ont été retenus. Je pense que c'est une bonne chose. Ça nous permet maintenant d'aller résolument vers l'organisation des élections dans les délais de la Constitution. Alors, parlant de la désignation des animateurs de la CENI, on a vu les membres de l'UDPS défendre la candidature de Denis Kadima. Effectivement et finalement, il a été investi par président de la Commission électorale nationale indépendante. Je ne pense pas que... J'en arrive. Bon, déjà dans votre question, vous faites une affirmation que j'estime ne pas être correcte. Vous estimez que vous n'avez pas défendu Denis Kadima? Vous m'avez vu, moi, personnellement, défendre Denis Kadima. Vous, en tant que membre de l'UDPS, quel est le membre de l'UDPS que vous avez vu en train de défendre Denis Kadima? Ça, ce sont des choses qui méritent d'être corrigées. Denis Kadima ne relève pas de la composante parti politique. Il relève de la société civile, notamment des organisations religieuses. Elles se sont réunies en toute indépendance. Ils l'ont désigné. L'UDPS n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'on peut comprendre que le président de la République avait une préférence pour Denis Kadima, réputé pro-camp UDPS? Le président de la République n'a pas de préférence en ce qui concerne la désignation des membres de la commission électorale nationale et indépendante. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il a même été sollicité par les confessions religieuses pour qu'ils tranchent leurs différends. Sa réponse était claire. Je ne veux pas me mêler de ça, puisque je ne fais pas partie des confessions religieuses. Tous ceux qui entretiennent de telles affirmations, je dirais qu'ils les font de mauvaise foi. Et vous estimez que le président de la République était au milieu du village? Il a joué son rôle jusqu'au bout. Il a laissé chaque institution se déterminer et il est intervenu en dernier ressort. Tout est parti des confessions religieuses qui ont proposé les noms de Kadima, lesquels Kadima a été entériné par l'Assemblée nationale et le président de la République, en troisième lieu, n'a fait qu'investir ce qui vient de chaque composante et qui a été entériné par l'Assemblée nationale. Mais est-ce que pour vous, les confessions religieuses ont failli à leur mission en manquant ces consensus sur cette question? Ils nous ont administré une leçon, je dirais, une leçon macabre, puisque avoir les hommes de Dieu, j'allais dire dits de Dieu, mais ce sont des hommes de Dieu, qui n'arrivaient pas à s'entendre, d'abord autour de leur charte, et puis autour de leur choix. Ils nous ont livré un spectacle désolant, alors que ce sont eux qui devaient être des médiateurs lorsque les hommes politiques, par exemple, se battent, ou en tout cas lorsqu'il y a crise dans la société. Ce sont normalement les hommes d'église qui doivent venir pour apaiser la situation. Mais ici, nous les avons vus se battre et ils continuent à se battre malgré tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, j'entends certains en appeler à des troubles dans les pays, ils en appellent à des manifestations. Et quelque part, je me dis, mais où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va avec en ce qui concerne la moralité publique dans ces pays lorsque nous assistons, nous voyons les hommes d'église s'accuser de corruption, les uns accusant les autres. Ça décourage. Mais est-ce que leur prise de position actuelle vous met mal à l'aise? Moi, personnellement, en tant qu'homme politique, non. Mais en tant que citoyen de ces pays chrétiens,
je pense que la mésentente de nos pères spirituels n'est pas un bon signe. Le pays a besoin des hommes de Dieu intègres, honnêtes, les personnes, les hommes de Dieu qui se consacrent à la prière. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, notamment à l'est du pays où on viole nos filles et nos mamans, on tue nos frères et sœurs. Et tout ça, ça demandait une cohésion ne fût-ce que d'esprit, que les hommes de Dieu soient unis pour prier afin que ces phénomènes qui ravagent les pays puissent être éradiqués, ne fût-ce que du point de vue spirituel. Alors lorsque nous les voyons se battre autour des objectifs politiques, je me dis que le pays n'a pas de chance peut-être. Mais qu'est-ce qui a manqué selon vous pour qu'il n'y ait pas consensus au niveau du chef de confession religieuse? Moi j'ai noté des choses. La première, c'est l'orgueil de certains d'entre eux qui s'estiment supérieurs aux autres. La deuxième, chez les autres, il y a eu un esprit de révolte, n'est-ce pas? Et j'ai noté qu'il y a eu... on s'est défendu, les autres se sont défendus en mettant en exergue leur ego, leurs sentiments. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour être clair, l'Église catholique a toujours cru qu'elle était supérieure à d'autres. Et les autres ont voulu démontrer que nous ne sommes pas inférieurs à l'Église catholique. Mais selon vous, l'esprit de révolte dont vous faites allusion viendrait de qui? De ce qu'on a toujours minimisé. On a considéré qu'ils ne représentaient rien, qu'ils ne connaissaient rien. Bon, je ne vais pas parler de l'Église catholique, mais je vais parler de quelques animateurs de cette Église qui ont toujours le complexe de supériorité face à leurs partenaires. Ils se sont fait prendre au piège. Et ils ont tort, selon vous? Qui? L'Église catholique, les représentants dont vous faites allusion. Je ne vais pas parler en termes d'Église. Je veux parler en termes de représentants. Je ne vais pas donner tort à personne ici, mais je préfère analyser les faits. Vous êtes à 1 ou 2 face aux 6 auxquels vous voulez imposer, je dis bien imposer votre point de vue. Ça ne peut pas passer en démocratie. Moralement, logiquement, juridiquement, ça ne peut pas passer. Quand la Synco et l'ICC insistaient notamment sur la probité morale, l'honnêteté et surtout le courage exceptionnel du président de la CENI, n'avait-elle pas prononcer un des résultats qui soit contre le président en fonction. N'avait-elle pas raison par rapport aux critères sus-évoqués? Si seulement ce que vous dites là, la moralité, oui. La probité, oui. Le courage à prononcer les élections, les résultats qui permettent l'alternance, ça veut dire quoi? Que celui qui est en place, et spécifiquement Félix Tshisekedi, qu'il gagne, qu'il perde, il doit partir. Donc ce président-là doit avoir le courage de proclamer que les résultats de l'alternance. Puisque quand on parle de l'alternance, il y avait quelqu'un qui passe la main à l'autre. Alors que la Constitution de la République reconnaît encore au président Félix Tshisekedi les droits de se représenter. Quand on se représente, c'est soit on gagne, c'est soit on perd. Mais quand les représentants de certaines églises disent que non, pour nous, notre candidat président doit être celui qui proclame l'alternance, on fausse tout. Donc en gros, vous ne partagez pas ce point de vue du... Mais c'est clair, comment voulez-vous que moi je suis de l'IDPS, je soutiens le président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, on vient, on dit que non,
nous voulons mettre à la tête de l'organe qui organise les élections quelqu'un qui va chasser Tshisekedi du pouvoir. Déjà un candidat partial. Comment voulez-vous que je sois d'accord avec ça? Alors, au regard de toutes les préoccupations qu'on a évoquées tout à l'heure, que vous avez évoquées tout à l'heure, faudrait-il revoir le mode de désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, que oui. Donner beaucoup plus du poids à l'Église catholique et les CC qui représentent près de 70%? Non. Par exemple. Vous dites que la loi électorale donne les pouvoirs à... Non, donner plus du poids à l'ECC et la CENCO qui représente environ 70% Non. Ce sont ces deux églises qui ont voulu se donner plus du poids et de la supériorité sur les autres. La loi est claire, et même partant de leur charte, ça dit clairement qu'il faut, lorsqu'il y a des accords, il y a vote, et que chaque composante parmi les 8 ne présente qu'une seule voix. Donc, on n'a pas donné du poids à qui que ce soit là-dedans. Mais en revanche, au vu de ce que nous venons de connaître, moi, je pense qu'il y a lieu de changer la loi et voir comment les élections peuvent être organisées dans notre pays autrement que d'associer des organisations qui posent des problèmes. Et autrement, ça se ferait de quelle manière? Partout au monde, c'est les ministres de l'Intérieur qui organisent les élections. On peut revenir là-dessus. Et en ce moment-là, on parlerait par exemple des élections crédibles, indépendantes. Vous savez, madame, la crédibilité des élections ne dépend pas, n'est pas liée aux individus. Vous savez, ça pouvait ne pas être Kadima, n'est-ce pas? Si la personne qu'on place a déjà des prédispositions de ne pas organiser des élections libres et transparentes, comme on dit là, ça n'aura pas lieu. Il est question ici, les élections, ce n'est pas seulement la question des animateurs de l'institution CENI, c'est l'affaire de tout un peuple. Il est question que de nous mobiliser tous, force politique, force sociale, l'opposition, les pouvoirs. On se mobilise pour assurer la transparence dans les processus électoraux, quels que soient les animateurs. Je pense qu'on peut arriver à des résultats voulus. Nous forçons tout lorsque nous nous focalisons sur les hommes. Ça, on force tout. Nous n'aurons pas un saint qui viendrait du ciel pour nous organiser des élections. Il faut qu'il y ait un humain comme nous et un Congolais comme nous. Nous lui faisons confiance. Il nous offre les garanties de transparence et tous nous travaillons pour avoir des élections crédibles. Alors, à la suite de la dissension au sein de la plateforme de confession religieuse, l'ECC a annoncé la rupture avec les 6 confessions religieuses qui ont signé les PV de désignation de Denis Kadima et Roger Bimola. Qu'est-ce que cela, ça vous fait? Je pense que c'est une bonne décision. À quoi bon rester dans une situation où vous ne vous entendez pas, vous n'arrivez pas, vous ne partagez pas les mêmes points de vue, vous n'arrivez pas à avoir la même vision. Et ceci, la position de l'ECC me réconforte. De quelle manière? Dans ma façon d'envisager les changements de la loi électorale. Ils ont échoué. Ils ne méritent plus d'être là. Ils ont échoué dans leur mission. La nation leur a confié une tâche. Ils nous ont livré un spectacle désolant. Je pense qu'il faut mettre fin à cette histoire. Je suis heureux que cela vienne de l'Église du Christ au Congo. Alors aujourd'hui, peut-on considérer que pour la Commission électorale nationale indépendante, les réformes sont terminées? Comment? Peut-on dire ou considérer en ce moment que les réformes pour la Commission électorale nationale indépendante sont terminées? Mais la loi a été votée, la CENI est en place. Mais il faudra toujours voir de quelle manière on peut améliorer la gouvernance électorale dans notre pays. C'est un processus. Nous devons aller en nous améliorant. Il faut chaque cycle tenir compte des failles qu'on a constatées, essayer d'améliorer lors des prochains.
Et pendant ces temps, un bloc, les forces politiques, les mouvements de la société civile qui demandent toujours la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Tout le monde est politique. On ne devient pas politique parce qu'on s'inscrit dans un parti politique. Tout le monde est politique. Tout ce que nous faisons est politique. Si nous regardons rien que dans notre histoire récente, tout ce qui s'est passé d'ailleurs, cette commission nationale électorale a toujours été dirigée par les membres issus de la société civile, mais cela n'a pas réduit les contestations. Le problème ici, c'est de nous mettre d'accord autour des objectifs à atteindre et nous offrir des garanties de transparence. C'est ce qu'il faut. Si donc, on est arrivé à cette formule qui consiste à mettre en place une institution composée du pouvoir, de l'opposition et de la société civile, c'était pour s'offrir des garanties de transparence. Alors, au lieu de travailler dans ce sens-là, on est là où nous sommes, peut-être parce que c'était mal commencé. La toute première personne à gérer cette institution, c'est un catholique, abbé de son état. À des reprises, ça donnait quoi? Des contestations. Et même ça conduit à la guerre dans ces pays. Alors, qu'est-ce qu'on attend à part des politisations? Nous avions un clergé qui a dirigé la première commission CEI à l'époque, Abbé Malumalu. Nous avons connu un pasteur de l'église, issu de l'église du Christ au Congo. Je pense, Ngoï Mulunda. Qu'est-ce que ça a donné? Nous avons connu Corneille Nanga, toujours proposé par des églises, toujours des contestations. Alors, on veut quoi? Qu'on mette un ange à la tête de la CENI? Je ne pense pas que cela... Pour vous, c'est un petit problème ou c'est un problème récurrent, mais on peut s'en passer? Il faut reconnaître que nous sommes une jeune démocratie. Nous sommes à notre 3e cycle électoral. Nous allons aller, comme j'ai dit, en nous améliorant si nous avons la volonté. Ceux qui organisent aujourd'hui les élections qui semblent être crédibles, d'abord, il ne manque pas de problèmes. Aux États-Unis, dernièrement, on a connu des problèmes. Pratiquement dans les 2 cycles électoraux qui venaient de passer aux États-Unis, il y a eu des contestations. En France, il y a aussi des... Mais ce sont des vieilles démocraties qui datent d'un siècle, ou même plus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'au Congo, nous aurons des élections parfaites. Il y aura toujours des couacs à gauche, à droite. L'essentiel est de regarder la tendance majoritaire et essayer d'aller de l'avant, tout en nous améliorant. Alors, parlons du bloc qui s'est créé récemment. Vous savez certainement, le FCC Ensemble et la MOUCA projettent de manifester prochainement le 6 novembre pour dénoncer notamment la désignation d'une manière irrégulière des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Comment voyez-vous cette position? D'abord, le motif avancé n'est pas correct. De manière irrégulière, non. Le processus a été suivi. Qu'ils disent tout simplement que parce que leurs candidats, c'est des personnes, c'est comme ça qu'ils parlent d'ailleurs de la dépolitisation. Ils estiment que les gens qui sont placés là-bas sont des politiques, qu'ils soient de la société civile, tous sont des politiciens. Mais si on avait placé leurs hommes à eux, ils ne parleraient pas ainsi. Ils n'ont pas de motifs valables. Ils sont là, le problème c'est rééditer ce que le pays a toujours connu, créer une crise artificielle, pousser les institutions à des négociations, recréer d'autres institutions en intégrant des personnes non élues, et on partage les pouvoirs, chacun dans son coin, sans programme du gouvernement, chacun peut voler comme il veut, on se neutralise mutuellement et les pays s'engouffrent dans la pauvreté, les peuples dans la misère. C'est tout ce qu'ils veulent. Et lorsque vous regardez dans ces groupes-là, il y a des spécialistes qui sont incapables de se faire élire, qui sont toujours là avec des communiqués à travers la télévision, qui ont des grandes ambitions, qui veulent occuper des hautes fonctions.
Ce sont les mêmes qui font ça régulièrement. Bon, nous sommes en démocratie. Moi, je pense que les droits à la manifestation est garanti par la Constitution. Ils vont faire leur rôle d'opposants et nous allons faire notre rôle des gouvernants. De l'autre côté, l'Union européenne et 17 pays partenaires de la République démocratique du Congo ont aussi regretté ces manques de consensus de la désignation des animateurs de la CENI. Comment je respecte leur point de vue. Je respecte leur point de vue. Ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas du tout. C'est leur point de vue. Nous gouvernons, nous faisons ce qui est bien pour les pays. Nous pensons que chaque composante, conformément à la loi, a joué son rôle et on essaie d'avancer. Alors, après la CENI, on devra parler forcément de la loi électorale. Qu'entendez-vous de cette loi en termes de réforme? La loi est là, elle venait d'être réformée. S'il y a d'autres éléments, moi j'ai des idées quant à la prochaine amélioration. Mais je ne vais pas vous les dire ici. C'est une œuvre humaine. Il y a des choses qu'on peut réviser, notamment cette affaire d'ICEI. Nous devons aller vers des grands ensembles, mais malheureusement, ça a été envisagé, ça a été tout de suite, comment dire, on a triché, hein? On a triché à la loi en instituant cette histoire des regroupements politiques qui n'est pas prévue dans la Constitution, parce que notre Constitution parle des partis politiques qui concourent au suffrage universel. Mais on est allé par la création des plateformes électorales et on est redevenu finalement à la case du départ alors qu'on voulait essayer d'assainir l'espace politique avec un nombre de partis politiques limité. Ce qui fait que nous avons chaque fois des troubles politiques lorsque des groupuscules d'individus constituant un parti politique mallette ne se retrouvent pas dans une compétition, ils s'unissent, ils font du bruit à la télé, et puis ils cherchent des négociations pour qu'ils se retrouvent au lieu d'être élus. Donc, selon vous, la question du seuil devait être l'une des priorités. C'est parmi les réformes, d'après moi. Il faut voir comment... Il faut aller vers l'assainissement de l'espace politique. Plus il y a des partis politiques, ou en tout cas des regroupements politiques qui concourent, plus il y a des problèmes. Il n'y a pas de visibilité dans la classe politique. Il y a du désordre. Tout ce que nous connaissons, c'est entre autres à cause de cette prolifération des formations politiques. C'est mon point de vue. Mais est-ce que la question du recensement général de la population avant 2023 est toujours sur la table? Moi, je pense qu'il faut aller par là. Et nous sommes les seuls pays au monde aujourd'hui qui ne connaît pas les nombres exacts de sa population. Les gens se posent la question, est-ce que cela est faisable avant 2023? Nous apprenons des techniciens qu'il est possible de le faire en une année. Moi, je partage ce point de vue-là, qu'il faille aller vers les recensements de la population. Et la participation de Congolais de la diaspora aux élections, ça vous dit? Ah oui, c'est une bonne chose. Les Congolais, d'où qu'ils soient. Si donc matériellement cela peut être concrétisé, je pense que c'est une bonne chose. La machine à voter? Ça fait partie de notre système électoral. C'est question qu'on viabilise ça, qu'il y ait des mécanismes de transparence. Puisque tous les problèmes qui s'est posé lors de l'élection passée, c'était la transparence de cette machine. Et il vous souviendra que nous, l'UDPS, nous avons posé plusieurs questions à la CENI, lesquelles n'avaient pas obtenu de réponse. Mais puisque nous avions compris que la machine à voter était un moyen qu'on voulait mettre en exergue pour justifier la non-tenue des élections dans les dates convenues, nous avions accepté d'y aller. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on doit fournir toutes les conditions de transparence par rapport à cette machine.
Alors, autre sujet d'actualité, vous avez appris que le cardinal Fridolin Ambongo s'étonne de voir l'UDPS aujourd'hui exceller. L'UDPS aujourd'hui au pouvoir exceller, je cite, dans les insultes, les menaces, le dénigrement. Comment expliquez-vous cela? Je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation du cardinal. L'UDPS est une structure organisée. Il y a des personnes qui sont habilitées à parler en son nom. Nous sommes dans un pays avec la prolifération, ou en tout cas la montée des réseaux sociaux où chacun, à partir de sa chambre, peut se permettre d'insulter n'importe qui. Le cardinal devait plutôt spécifier en indiquant les personnes membres de l'UDPS qui seraient en train d'insulter les autres, que de prendre toute une organisation, dire que ce sont des gens qui ne font qu'insulter. Je trouve cette façon de présenter les choses méchante, cynique et incorrecte. Beaucoup de gens se plaignent tout de même sur ces questions. Bon, quand toi tu penses de la même manière, vous êtes à 2 à 3, vous êtes beaucoup. Non, là c'est pas moi. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui pense de cette manière-là. Donc vous estimez que ces propos venus du cardinal seraient... Je dis que ces propos sont injustes. Je les trouve méchants, doublés de cynisme. L'objectif, ce que j'ai ressenti, l'objectif du cardinal, c'est d'exposer tout un parti. En exposant les partis, il vise le président de la République. Et pourquoi il le ferait selon vous? Je ne sais pas. Allez lui poser la question, pourquoi il fait ça? Un homme de Dieu rassemble. La parole nous enseigne l'amour, le pardon, l'amour même de nos ennemis. Qu'un homme de Dieu vienne comme ça, expose toute une organisation avec tous ceux qui la composent, en indiquant que ce sont des gens insulteurs, je trouve ça injuste. Moi, je n'ai jamais insulté les cardinals. Je peux les contredire, mais pas l'insulter. Et lorsqu'il dit que l'UDPS insulte, donc moi aussi compris, j'insulte. C'est pas normal. Le cardinal dit aussi ne pas se sentir en sécurité actuellement à Kinshasa. Qu'est-ce que cela représente aux yeux du parti au pouvoir? C'est encore grave. De toute l'histoire de ces pays, nous avons toujours connu une église avec des animateurs bouillants qui s'intéressent un peu de la politique, qui prennent des positions politiques, qui donnent des points de vue politiques. Mais jamais nous avons vu un seul présenter les choses contre un parti politique comme le fait le cardinal Ambongo. C'est pour la première fois, sauf si il y a des éléments de l'histoire que je ne connais pas. C'est un regret que vous exprimez. C'est une indignation. C'est plus qu'un regret, c'est une indignation qu'un homme de sa trempe, un homme de Dieu, qui expose une organisation politique comme ça, gratuitement, méchamment. Je suis vraiment indigné de cette façon de faire. Nous avons connu le tout premier cardinal Maloula qui a régné dans une période de trouble post-indépendance, qui a connu la dictature de Mobutu, qui parfois prenait des positions contraires à celles du tout-puissant Mobutu. Jamais il avait dit qu'il se sentait en insécurité. Nous avons connu le cardinal Mosengo, qui était l'interface du pouvoir de Kabila, avec tout ce qu'on connaît en termes d'atrocités. Jamais il a déclaré qu'il se sentait en insécurité. Maintenant que Tshisekedi prend le pouvoir, il fournit des efforts pour humaniser l'homme congolais en respectant ses droits. Il est en train d'humaniser les services de renseignement, les forces de l'ordre public. C'est maintenant que le cardinal se sent en insécurité. Donc, sa façon de présenter l'UDPS comme un parti qui excelle dans l'insulte, en disant qu'il se sentait en insécurité, je pense que c'est trop excessif, exagérément fait dans les buts de dresser l'opinion nationale et internationale contre un pouvoir qu'il n'aime pas. Voilà. Le parti politique, c'est aussi l'éducation civique. Mais comment cela s'est fait au sein de l'UDPS, votre parti?
Donc, lorsque vous dites ça, ça veut dire qu'à l'IDPS, il n'y a que des inciviques. Je ne l'ai pas dit en tout cas. Alors, il faut poser la question autrement. Mais est-ce que vous arrivez à éduquer, par exemple, les membres Les de partis votre parti? politiques encadrent, n'éduquent pas. Chacun a son éducation de sa famille. On encadre nos combattants, nos militants politiquement. L'éducation provient de la famille et de l'école. Et jamais l'IDPS a envoyé ses membres insulter les gens. Jamais. Nous sommes un parti non violent. Nous avons vécu sous les dictatures qui nous ont opprimés, terrassés dans ces pays. Jamais nous avons pris des armes. Nous n'avons que notre bouche, notre corps, nos pieds, nos jambes, nos mains, nos bras, nos têtes pour dire non à l'oppression. Si donc, en revendiquant nos droits comme nous le faisions, en défendant aujourd'hui notre régime, si cela constitue un manque de civisme, je laisse à ceux qui considèrent les choses comme telles la liberté de penser comme ils veulent. Comment considérez-vous aujourd'hui le rapport entre l'Église et votre pouvoir? Il n'y a aucun problème. J'allais vous retourner la question si vous constatez qu'il y a un problème entre l'IDPS et les églises. Nous n'avons aucun problème avec aucune église dans ces pays. Sinon, il y a certaines personnalités de l'église qui ont des problèmes avec l'IDPS pour des raisons qu'on raconte. Ici et là, chacun a ses raisons. Il y en a qui ont perdu leurs avantages, qui pensent qu'il faut maintenant abattre l'IDPS et son président, donc avec le président de la République, puisque c'est lui qui conduit la politique de l'État aujourd'hui. Voilà. Donc, mais sinon, à l'IDPS, nous n'avons aucun problème. Nous sommes des chrétiens, nous allons dans les églises les dimanches. Et ces gens-là prient pour nous. Nous ne pouvons pas leur en vouloir. Pourquoi l'UDPS donne l'impression d'avoir tout le temps raison et que la faute, c'est les autres? Parce que l'IDPS, nous avons mené un combat pour l'instauration d'un état de droit. Nous sommes convaincus de ce que nous faisons, n'est-ce pas? Lorsque je suis convaincu que je travaille pour ce pays, je travaille pour ce peuple, et que quelqu'un vienne me présenter comme celui qui travaille contre le peuple, en prenant des faits sans fondement, il m'impute, j'ai le devoir de dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Et en le faisant, ce n'est que normal. C'est aussi ça le jeu démocratique. C'est qu'on vous accuse, mais que vous ayez la possibilité de vous défendre. C'est ce que nous faisons. Un pas en arrière, pour les cardinals, l'UDPS considère désormais l'Église comme un ennemi à abattre. Vous m'avez posé cette question-là, je vous ai répondu. Et s'il faut insister, vous direz? Vous voulez que je vous dise que le cardinal est notre ennemi, que nous devons l'abattre? C'est ce que vous voulez? Ça dépend de vous. Bon, si vous avez des problèmes avec le cardinal, vous allez régler avec lui. L'IDPS n'a aucun problème, ni avec la personne du cardinal, ni avec l'église catholique, moins encore avec toutes les églises du pays. Aucun. J'ai déjà expliqué, j'ai exprimé mon indignation par rapport à cette affirmation de son éminence. Et si j'ai un message à lui adresser, c'est qu'il doit se consacrer à enseigner la parole de Dieu et à prier pour les âmes pécheresses. Qu'il n'oppose pas les Congolais entre eux ou une catégorie de Congolais contre d'autres. Son rôle, c'est comme on dit, c'est d'une église au milieu du village. L'église reçoit et les pécheurs, et les bons, et les mauvais. Donc, si aujourd'hui le cardinal se met dans le rôle de diviser les gens avec des prises de position comme celles que vous venez de donner, c'est qu'il aura failli à sa mission
à sa mission évangélique. Dans un autre volet, peut-on dire aujourd'hui qu'au sein de l'Union sacrée, tout va bien? Comme dans toutes les sociétés, il ne manque pas de problèmes. Il y a des petits problèmes. Je ne pense pas que dans votre famille, tout le monde s'accorde et mette sur la même longueur d'onde. Il y a toujours des problèmes, surtout que nous sommes en politique. Nous sommes dans un monde où les gens ont des ambitions, il faut savoir les gérer. Mais en gros, ça va. Moïse Katumbi, en attendant que cela soit officiel, aurait, selon nos sources en tout cas, décidé de quitter l'Union sacrée. Avoir Moïse Katumbi avec vous ou en face de vous, c'est-à-dire contre vous, qu'est-ce que serait souhaitable, à votre avis? Je ne peux pas décider à sa place. Quand il a adhéré à l'Union sacrée, personne ne l'avait forcé. Tout comme il peut quitter quand il veut, comme il veut, et prendre des positions soit contre nous. D'ailleurs, Moïse Katumbi était contre nous. Il a à un moment donné décidé de venir avec nous dans l'Union sacrée. Maintenant, il veut reprendre sa liberté et s'opposer. Vous ne pensez pas que ça pourrait vous fragiliser, non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Son départ ne ferait rien? Rien du tout. Comme sa présence, ça ne fait rien du tout? Non, la politique, c'est l'addition et la multiplication. Mais quand lui décide de se retirer, nous ne pouvons pas le tenir de force. Il a des raisons qui le poussent à partir. Moi, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Au cas où il prenait cette décision, c'est vrai que nous avons tous eu ces informations qu'il va quitter. Moi, je ne peux que prendre acte. Alors, Kabila Katumbi, l'Église, les mouvements citoyens, l'UDPS risque de mettre tout le monde d'accord contre lui. N'est-ce pas un danger? Qu'est-ce que tu appelles tout le monde? C'est-à-dire tout ce que j'ai évoqué ici, toutes les personnes Est-ce que si nous étions dans un pays normal, les gens qui continuent à croire en Kabila pouvaient encore parler avec tous les crimes qu'ils ont commis dans ces pays? Il faut être amnésique pour accepter de voir de tels gens revenir parler sur la place publique. C'est incroyable lorsque même vous posez. Que représentent ces groupes-là? Mais à un moment donné, vous étiez au sein d'une coalition ensemble. Nous étions avec eux, c'est vrai, mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils représentent? Et même là encore, permettez-moi de revenir sur la question électorale. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a de ces Congolais-là qui ne veulent pas du tout des élections dans ces pays. C'est le cas des groupes qui continuent à s'identifier comme des Joseph Kabila. Mais ils sont sans opposition, n'est-ce pas que ça peut... Oui, ils sont une opposition, on n'en disconvient pas. Mais est-ce qu'on devient opposant pour ne pas permettre l'organisation des élections? Une bonne opposition, c'est celle qui concourt à l'organisation des élections pour obtenir l'alternance. Mais ici, notre opposition ne veut pas aller aux élections. Et spécialement, les groupes FCC et Kabila n'ont pas intérêt à aller aux élections. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ont commis des crimes. Ils savent que si demain ou aujourd'hui il y a élection, personne ne votera pour eux. Ils vont se retrouver dans la rue. Mais quel crédit alors, pour ceux qui ont encore à cette CENI sans opposition? Comment? Quel crédit finalement accordé à cette CENI sans opposition? Qu'est-ce que vous appelez opposition? C'est-à-dire le Je vous ai décrit aujourd'hui que ceux qui sont restés dans l'opposition ne veulent pas aller aux élections. Donc, ils ont intérêt à saboter. Ils sont dans un processus de sabotage de la CENI. Ils ne veulent pas. Si la CENI se met en place, c'est qu'il y aura élection. Élection égale à leur mort politique. Ah, ils n'ont pas intérêt. Vous estimez qu'ils ne sont pas prêts, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas aller aux élections. Non, ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas à cause des bilans lourds. Ils ont tué des gens dans ces pays. Rossi Mukendi. La liste est longue. Ils ont volé, ils ont pillé. Ils ont fait tout le mal qu'on peut imaginer sur ces peuples. Et ces mêmes peuples vont les voter demain. Ils sont conscients qu'ils ne seront pas votés. Ils n'ont pas intérêt.
Comment? L'organisation des élections est constitutionnelle. S'il y a une catégorie qui estime qu'elle ne peut pas aller aux élections, tant pis. Nous, l'IDPS, en 2006, nous nous sommes abstenus d'aller aux élections, le pays ne s'est pas arrêté. Et vous pensez que les élections sont tenables en 2023, dans les villes? Il y aura élection en 2023. Nous travaillons pour ça. Comment évaluez-vous la gouvernance de Tshisekedi? Au moment où Tshisekedi a pris le pouvoir, le pays était dans un état de délabrement total. Il n'y avait pas de justice. La malgouvernance était la règle. Il fallait renverser tout ça. Aujourd'hui, nous essayons d'assainir la gouvernance à travers l'action de lutte contre la corruption. Cette action fait qu'aujourd'hui, que les recettes sont en augmentation en flèche. On est en train de remettre notre pays sur les rails. Je ne dirais pas que tout va très bien, mais tout ne va pas aussi mal. Donc le bilan à mi-parcours, il est positif selon vous? Ah oui, pour moi, le bilan est positif jusque-là. Nous sommes presque au moitié de notre mandat. On a quand même réalisé un certain nombre de choses pour lesquelles, telles que la mise en exécution de la gratuité, qui n'est pas aussi parfaite, qui connaît des points de faiblesse, parce qu'il fallait quand même, à un moment donné, donc il y a des imperfections, n'est-ce pas? Mais on est là dans les processus. À un moment donné, on aura des résultats voulus. C'est un processus. Je vous ai dit, du point de vue des gouvernances, aujourd'hui, pour voler dans ces pays, les gens s'interrogent plusieurs fois. Nous avons un patrouilleur qui est là, celui que je considère comme notre gendarme national, l'IGF. Et aujourd'hui, les gens ont peur de voler. Donc, ça fait partie de notre bilan. Ça sera ma dernière question. Quelle relation aujourd'hui vous avez avec votre partenaire, l'UNC? Une très bonne relation. Nous sommes en parfaite, je dirais même en parfaite harmonie avec l'UNC, avec laquelle nous partageons tous les moments que nous sommes en train de vivre. Un mot pour clôturer? Je vous remercie de m'avoir tendu votre micro. Merci beaucoup. Merci. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.